Les amis internautes, bonjour, bienvenue. Nous sommes dans l'émission À votre santé sur TVDP le 4 mai 2026. Il est 20h02. On a pris un petit peu de retard pour des problèmes techniques parce que mon invité du jour n'est pas aussi bien câblée qu'elle ne le voudrait en ce moment à cause d'un déplacement. Peut-être qu'elle nous en dira un petit peu plus, mais elle a bien accepté d'interrompre son périple pour nous. On s'est contacté il y a peu de temps parce que j'étais tombé sur une de ces vidéos qui m'ont beaucoup interpellé. Alors, on va profiter d'abord pour saluer tous ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à intervenir. Je pense que Brigitte, parce que vous savez que c'est Brigitte Faux qui va venir à l'écran, ne demandera pas mieux que de répondre à vos questions. On va parler ensemble un peu, si vous voulez, de la symphonie du vivant, hein, la source lumineuse de la vie. Et si la vie, finalement, ça ne se résumait pas à la biologie telle qu'on la connaît, mais est-ce qu'il y avait une dynamique plus profonde? Est-ce que, si, par exemple, la cellule n'était pas le plus petit élément vivant? Est-ce qu'il y avait encore plus bas? Vous savez très bien de quoi elle va nous parler, c'est son dada, c'est les travaux d'Antoine Béchamp sur les microzymas, ce qu'il a appelé les microzymas. On va bien définir ce thème aussi. On va donc explorer ensemble le vivant dans le cadre des microzymas et des travaux de Béchamp. On va voir un peu ce qu'on doit penser des virus, de ce qui s'appelle des virus. Finalement, est-ce que c'est pas ça qu'Antoine Béchamp appelait des microzymas, ou plutôt que la médecine appelle un peu maladroitement virus? Je vous rappelle que virus, ça veut dire poison. Est-ce que c'est vraiment des poisons, tout ça? On va en discuter. Source lumineuse de la vie, j'avoue que le titre de sa conférence m'avait beaucoup plu et j'avais envie d'en discuter avec elle. Elle était déjà venue dans cette émission, on avait déjà discuté des travaux de Béchamp et je pense qu'au pays de Pasteur, qui est aussi celui d'Antoine Béchamp et qui est également celui de Claude Bernard, ça vaut le coup de remettre à l'affiche ce grand homme qui avait de multiples casquettes, scientifique, chercheur, mais aussi médecin, pharmacien. Action, mettons-nous à l'écoute de ce que Brigitte a à nous dire là-dessus. Bienvenue à toi, Brigitte. Ça me fait plaisir de t'accueillir à nouveau dans cette émission. Je vois que j'apparais, mais je ne t'entends pas, Eric. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je vous avais dit qu'on avait un petit problème de Alors connexion. peut-être qu'Eric Montana pourra me transmettre... Alors, on va commencer. Brigitte, je vais te laisser présenter ton... Je vais te laisser présenter tes slides. Je vais te parler dans le chat privé. Voilà. Allons-y. À toi la parole. Je suis absolument désolée. Je dis bonjour à tout le monde. Je n'entends pas Éric Loridan. Donc, on communique par le chat privé. Je vais commencer la conférence. On fait comme ça. Donc, cette conférence, la source lumineuse de la vie. Voilà, je vous présente en fait les travaux d'Antoine Béchamp. Et le préambule, parce que les travaux d'Antoine Béchamp sont plus ou moins contestés. En fait, ils sont absolument méconnus. Les scientifiques s'imaginent beaucoup de choses par rapport à Béchamp, mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'a découvert Béchamp et qui serait tellement utile à la science. Voilà, Lavoisier, 1743-1794, disait « Il n'est donc pas étonnant que dans les sciences physiques en général, on ait souvent supposé au lieu de conclure que les suppositions transmises d'âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu'elles ont acquises et qu'elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, même par de très bons esprits. » L'intérêt de cette présentation, c'est justement de s'interroger. Est-ce que les scientifiques se sont interrogés sur les fondements de leur science? Lorsqu'on a des bases et qu'on raisonne sur ces bases, il est certain que si les bases sont fausses, le raisonnement ne peut pas être... Tout raisonnement va conduire à des conclusions qui sont fausses. Et il se trouve qu'on est dans cette situation-là actuellement. Donc, les scientifiques raisonnent sur des hypothèses comme si elles étaient des vérités démontrées.
Et en fait, si on remonte à la source de la microbiologie, on s'aperçoit que ces vérités admises et qui sont vraiment les fondements de la science contemporaine ne sont pas démontrées. Les travaux d'Antoine Béchamp, justement, nous apportent des éléments vraiment intéressants qui sont à reconsidérer. Donc cette présentation est en 2 parties. On va essayer de la faire tenir dans 1 heure. Hein. La théorie d'Antoine Béchamp basée sur les faits du 19e siècle d'une part, et puis un recul sur la science contemporaine, parce que c'était pas le tout de comprendre les travaux de Béchamp qui sont très très importants, c'est de comprendre comment la science pouvait passer à côté, et donc voir un petit peu ce qui se passe avec les nouvelles découvertes. Et vous allez voir qu'on en a même des choses très très récentes qui vont dans ce sens-là. Donc Antoine Béchamp, je ne vais pas vous décrire vous donner tout son CV, il est du 19e siècle, il est de la même époque que Pasteur, donc, qui est né après lui et qui est mort avant lui. Et donc il a été pharmacien, chimiste, biologiste, médecin, et surtout, c'était un grand chercheur. Alors, on dira souvent que les gens qui défendent les travaux de Béchamp idéalisent Béchamp. Mais il avait ce quelque chose qui manque aux scientifiques, c'est-à-dire qu'il allait au bout du questionnement. Il allait jamais, il ne se passait rien. Dès qu'il se passait quelque chose, le moindre phénomène, il devait trouver une explication. Et son credo, c'était « il n'y a pas de transformation chimique sans cause provocatrice ». Et donc, il n'avait de cesse de retrouver ces causes. Et la question qu'on se posait au XIXe siècle, c'était « quelle est l'origine des micro-organismes ?» Et je peux vous assurer qu'on devrait toujours se la poser, cette question, parce qu'on ne connaît toujours pas la réponse, sauf par le biais des travaux d'Antoine Béchamp. Pasteur et Béchamp, on dira, étaient d'accord sur le fait qu'on ne peut adhérer à la génération spontanée. Vous avez bien compris, quand Béchamp explique son credo, il n'y a pas de réaction chimique sans cause provocatrice, c'est pas quelqu'un qui peut adhérer à la génération spontanée. Il y a une explication à tout. Et donc, à cette époque-là, on s'interrogeait sur... Beaucoup de gens pensaient que les micro-organismes naissaient dans nos organismes, mais de manière, d'un claquement de doigts, en gros. C'est ce qu'on appelle la génération spontanée. Et Pasteur et Béchamp pensaient que ces organismes venaient de l'air. Et pour prouver qu'aucun organisme ne se développerait en l'absence des germes de l'air, ils ont expérimenté. Donc, aussi bien les scientifiques qui adhéraient à la génération spontanée que des scientifiques comme Pasteur et Béchamp, ils ont fait des expériences très sophistiquées pour arriver à se protéger des germes de l'air. Et ces expériences étaient efficaces parce qu'on s'apercevait que, si en temps normal, en présence des germes de l'air, par exemple, vous prenez un sucre avec de l'eau pure et vous le laissez à l'air, au bout d'un certain temps, vous allez voir apparaître des moisissures. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ce travail sur l'origine des micro-organismes, c'est pas quelque chose qui est simple à faire. Ça prend des mois pour arriver à voir apparaître des moisissures. Voilà. Eh bien, avec ces installations qu'ils avaient faites, ils n'obtenaient plus de moisissures, même au bout d'un longtemps. C'est-à-dire que il prouvait ainsi que les germes qui apparaissaient dans les moisissures, qui donnaient les moisissures en présence de sucre et d'eau, venaient de l'air, effectivement. Mais le problème, c'est que lorsque il mettait à la place du sucre ou d'une matière inerte, parce que toutes ces matières-là sont des matières inertes, il mettait une matière vivante, c'est comme le viande, le lait, l'urine, un végétal, tout aussi bien, eh bien, ils obtenaient des micro-organismes, donc dans la viande en particulier, des bactéries. Et pourtant, ils étaient dans les mêmes conditions. Alors,
Il faut savoir que les scientifiques, à l'heure actuelle, ils disent oui, mais ils ne pouvaient pas être dans les bonnes conditions, ils n'obtenaient pas la stérilité, c'était des germes de l'air qui intervenaient. Mais vous verrez par la suite que dans les travaux de Béchamp, on s'aperçoit que, déjà, dans ces expériences-là, les bactéries qui se développaient ne se développaient pas d'abord en son pourtour, mais bien au cœur de la viande. Donc c'était bien en interne. Et par la suite, Antoine Béchamp, il a fait des expériences sur le foie, le pancréas, sur l'estomac, enfin énormément de centres vitaux. Et il s'est rendu compte que les bactéries qui se développaient étaient spécifiques de ces centres vitaux. Donc elles sont bien propres à ces centres vitaux. Et donc, c'est bien, en se mettant à l'abri des germes de l'air, c'est bien des choses, ce qu'on obtient, c'est bien quelque chose d'interne. Donc la question qui va se poser, alors finalement, c'est est-ce qu'on a de la génération spontanée? Déjà, bon, Pasteur, il a nié les faits. Lui, la viande, manifestement, elle se transformait, mais alors il disait, elle se faisande, elle se gangrène. Voilà ce qu'il disait, elle se faisande ou elle se gangrène. Mais pour lui, c'était pas de la putréfaction. Pourtant, des bactéries apparaissaient et finalement la viande finissait par se putréfier, qu'on appelle ça faisander ou se gangréner. C'était bien une putréfaction auquel on avait. Et Pasteur a refusé de reconnaître cette putréfaction. Il l'a reconnue plus tard. Plus tard, il l'a reconnue sur la fin de sa vie. Et là, il a décidé que les germes qui intervenaient et qui permettaient le développement des bactéries venaient de l'air, et il l'a décrété. Et c'est là-dessus que se base la science actuelle. C'est-à-dire que nous sommes stériles et que les seuls germes qui apparaissent et qui permettent le développement de micro-organismes dans nos organismes, ce sont des germes qui viennent de l'air. C'est ce qu'on appelle la panspermie atmosphérique. C'est un terme qu'a défini Chamberlain en 1900. Il dit, dans la théorie de M. Pasteur, les organismes microscopiques dérivent tous de parents semblables à eux. Ils viennent de l'extérieur, où ils existent sous une forme qui diffère souvent de la forme sous laquelle on les appelle germes. Comme ces germes sont très petits, ils doivent se retrouver dans les poussières de l'air que l'air tient en suspension absolument de la même manière que les spores des moisissures. De là le nom de panspermie atmosphérique donné quelquefois à cette théorie. Ils doivent se retrouver dans les poussières de l'air parce que Pasteur ne les voyait pas, ces germes. C'est une supposition qu'il a eue. Et toute notre science est basée là-dessus. Béchamp, il avait déjà trouvé ces germes dans l'air. C'est ce qu'il a appelé microsima. Il les a retrouvés dans la craie. Il a réussi à les faire se multiplier dans la craie. Et donc, voilà, Béchamp, il n'avait de cesse de comprendre comment naissent ces bactéries au cœur de la viande. Et ces germes, il les avait vus déjà dans l'air, justement à l'origine des moisissures sur le sucre. Il les a retrouvés dans la craie et il les a retrouvés par la suite dans tous les organismes vivants. C'est-à-dire que ces germes sont présents dans tous les organismes vivants. Il a montré qu'on n'avait ni génération spontanée, ni panspermie atmosphérique. Dans le sens ni panspermie atmosphérique, ça veut dire que ce ne sont pas les germes de l'air qui sont à l'origine du développement des bactéries dans nos organismes, dans les organismes vivants en général. Il a découvert donc à l'intérieur de tous les organismes vivants des petits organismes vivants, de très petits ferments, plus petits que les cellules, qui sont les germes de ces bactéries, mais qui sont aussi bien plus que ça. Et il a compris, après de nombreuses expériences, que ces petits ferments sont l'élément vital permanent sans lequel il n'y aurait aucune matière vivante. C'est-à-dire que ce n'est pas de simples germes à l'origine de bactéries,
elles sont bien plus que ça. Ce sont des granulations absolument exceptionnelles parce que, en fait, les scientifiques les connaissent sous forme de granulations. Mais souvent, ils prennent souvent ça pour des granulations graisseuses, ce qui peut être le cas d'ailleurs. Mais on en retrouve partout dans les organismes. Dans les végétaux, par exemple, on les appelle endophytes. Il les a extraits, analysés chimiquement, fonctionnellement. Il faut imaginer que, par exemple, il a pris je ne sais combien de foies de bœuf dont il a extrait les microzymas, c'est-à-dire qu'il faisait des traitements chimiques. Ils sont très résistants, hein, très résistants puisqu'on les retrouve dans la craie en particulier. Il a fait des traitements chimiques et puis il a fait des décantations, puis d'autres traitements chimiques, et d'autres décantations, donc ça devait prendre du temps, hein, jusqu'à retrouver dans une phase uniquement les granulations du foie, par exemple, ou ceux du pancréas. Il a fait la même chose pour le pancréas, et ensuite il a fait des expériences dessus en prenant toujours les mêmes quantités. Il faisait tout dans les mêmes conditions. Dans les mêmes quantités, dans les mêmes conditions, il obtenait des résultats absolument différents. Il s'est rendu compte que c'était donc des ferments, des petits ferments, mais qui font bien plus que ce qu'on appelle la fermentation alcoolique, hein, par exemple. Qu'ils produisent des enzymes. C'est lui qui a créé le terme de zymase, d'ailleurs. Ils réalisent des fonctions propres au centre vital dont ils sont extraits. Donc, quand il les a extraits du foie ou du pancréas, ils ne réalisent pas les mêmes fonctions. Et quand Béchamp avait déjà fait des expériences de ce type avec les cellules du foie et avec les cellules du pancréas, et il s'est rendu compte qu'il reproduisait les mêmes résultats d'expérience avec les microzymas extraits de ces centres vitaux. Il s'est aperçu qu'en fait, c'était eux qui réalisaient les fonctions de ces centres vitaux. Il s'est rendu compte, et là, il le soupçonnait. Il a essayé de reproduire, donc il n'a pas réussi à le reproduire sur un animal ou sur un être humain, mais il a réussi à montrer qu'il pouvait, à partir de ces microzymas, construire des cellules ou différents micro-organismes, et que tout était une fonction du milieu. Tout est une question de milieu, c'est sa devise. Et là, on le voit, c'est des dessins que Béchamp a fait. Ce n'était pas des photos à cette époque-là, des dessins. Vous voyez ces petits amas là, c'est des amas de microzymas, des microzymas de mer de vinaigre. Donc la mer de vinaigre, c'est une espèce de gélatine qu'on a qui se forme au-dessus du vinaigre. Il a retrouvé des microzymas dedans et il a essayé de voir. Il les a placés dans différentes situations. Et là, il devait être dans un milieu qui favorisait le développement des bactéries. Et donc, on voit petit à petit des granulations qui se regroupent, en chaîne, comme ça, puis qui forment petit à petit des bactéries. Et il est allé comme ça jusqu'à la taille de leptotrix, qu'on appelle des bactéries très très longues. C'était dans un milieu qui devait être un milieu réduit. Bon, parce que je fais de la bioélectronique et par opposition à oxyder, c'était dans un milieu réduit que se développent les bactéries. D'autres chercheurs, Jules Tissot, il a réussi à transformer des bactéries en moisissures en passant d'un milieu à un autre. Et voilà, sans doute d'un milieu réduit à un milieu oxydé, acide. Voilà. Béchamp, donc, il a essayé, et il a réussi à trouver le milieu
Donc ça devait être un bouillon de levure sucrée dans lequel il mettait les microzymas de la mer de vinaigre. Et là, dans ce milieu-là, il formait des cellules. C'est-à-dire, là, on a des amas de microzymas. Et puis, petit à petit, il y a des noyaux qui se forment et des cellules qui se forment. Il n'obtient jamais les deux en même temps. J'ai bien mis « ou » en gros, puisque c'est une question de milieu. Ah, et Béchamp a fait une expérience. Alors là, bon, c'est vrai que comme c'est des slides de PowerPoint, donc là on retrouve, j'avais fait des effets de présentation, mais j'aurais pas dû faire avec StreamYard. C'est une expérience. Il s'est rendu compte que les microzymas étaient présents dès l'œuf. Ici, on a le jaune d'œuf, le vitellus. Et le vitellus, qui est l'équivalent de l'ovocyte chez la femme, contient énormément de microzymas. Et ces petits ferments, il les a retrouvés donc dès l'œuf. Et quelqu'un, c'est un certain monsieur Donné, qui lui a suggéré de vérifier la fermentation, effectivement, que ces petits ferments dès l'œuf, et qu'ils étaient bien présents. Et pour vraiment s'assurer qu'on était à l'abri des germes de l'air, il a suggéré de prendre un œuf d'autruche pour montrer la fermentation des microzymas de l'œuf. Donc, et ce qui s'est passé, mais ça dure très longtemps, hein. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont secoué l'œuf jusqu'à mélanger le blanc et le jaune. Il était obligé de prendre un œuf d'autruche qui est hyper solide parce qu'on n'arrive pas à faire ça avec un œuf de poule, hein. Et donc, ils ont obtenu effectivement cette fermentation. Et au bout de 6 mois, Béchamp a analysé ce qu'il retrouvait. Eh bien, à la fin de cette fermentation, il y a eu des transformations. Il a retrouvé de l'alcool, il a retrouvé du gaz carbonique, il a analysé tout ça. Une fermentation alcoolique, il y avait eu une putréfaction de l'œuf qui s'était produite à l'intérieur de l'œuf. Et une putréfaction ne peut se produire que par des ferments. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ces microzymas, puisqu'on les retrouve dès l'œuf, c'est qu'ils sont présents dès le début de la formation de l'individu. Le microzyma, c'est l'élément vital percé. Voilà ce qu'il a compris. Actuellement, les scientifiques, ils pensent que l'élément vital, c'est la cellule. Depuis Pasteur, puisque Pasteur a nié le vivant en dessous de la cellule. Il ne l'a pas vu, en fait, hein. Et ça, depuis, on croit que l'élément premier de nos organismes, c'est la cellule. En fait, c'est à l'intérieur de la première cellule que tout se produit. Parce que finalement, l'ovocyte ou le vitellus, c'est la première cellule de l'embryon. C'est la cellule dans laquelle vont se produire les premières cellules. Mais ces premières cellules, elles se produisent à partir de quoi ? Les microzymas sont à l'origine de tout organisme vivant, végétal ou animal. C'est eux qu'on a au tout début de la formation de l'embryon. Et c'est le seul élément vivant à l'intérieur du vitellus ou de l'ovocyte. Il faut savoir que Béchamp a suivi la formation de l'œuf, puis ensuite il a suivi la formation de l'embryon dans le vitellus. Toutes les cellules ne procèdent pas d'une autre cellule, puisqu'on est sur la théorie cellulaire, et particulièrement les gamètes, donc ceux qui vont être à l'origine de l'œuf, justement, qui sont l'œuf, en fait, et les cellules embryonnaires. Les cellules embryonnaires ne procèdent pas d'une autre cellule.
les premières cellules de l'individu sont formées par les microzymas. Et vous verrez plus loin que les leucocytes, par exemple, aussi sont formés par les microzymas. Mais tout, puisque tout part des microzymas, c'est-à-dire que tout dans un organisme vivant est construit par les microzymas. Et vous allez voir les dernières découvertes qui sont intéressantes. Ils sont propres à cet organisme et même au centre vital dont ils sont extraits. Ils sont le principe de base de toute putréfaction à laquelle ils survivent. Ils sont imputrescibles de fait. Voilà. Une cellule qu'on détruit, elle redevient microzyma. Les microzymas qui sont à l'origine de cette cellule. Et c'est vrai pour tout d'un organisme vivant. C'est-à-dire que tout organisme vivant est réductible au microzyma. Aussi bien les bactéries, les cellules, mais un organisme vivant plus évolué. Et donc, quand on dit « et tu redeviendras poussière », est-ce que il s'agit en fait d'une poussière vivante? Il faudrait que je regarde ce que me dit Eric en même temps. Est-ce que cela remet en cause la mitose bactérienne? Non, jusque dans les... Ah oui, d'accord. J'aurais dû regarder tes questions au fur et à mesure, Eric, je suis désolée. Est-ce que cela remet en question la mitose bactérienne? Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mitose dans l'organisme. Mais ça veut dire que les cellules ne sont pas systématiquement obtenues par mitose. Et ils sont le principe... Oui, alors où j'en étais? Oui, lors de la putréfaction, les cellules sont les premières à disparaître. Et elles libèrent quantité de microzymas qui évoluent en bactéries et puis vont effectuer la putréfaction parce qu'elles sont plus efficaces sous forme de bactéries pour effectuer la putréfaction. Et puis, à la fin de la putréfaction, elles retrouvent leur forme première. On retrouve des microzymas. Alors, il se trouve que dans l'œuf, par exemple, la putréfaction de l'œuf, elle, c'est faite par les microzymas eux-mêmes. Elle s'est pas faite, ils n'ont pas évolué en bactéries parce que suivant les microzymas, ils vont avoir des capacités plus ou moins grandes de se développer en bactéries, dans le foie particulièrement. Et l'expérience du petit chat, donc il enterre un petit chat nouveau-né dans du carbonate de chaux chimiquement pur, précipité, créosoté. Alors le créosoté, c'était sa manière, c'était un antiseptique, donc c'était sa manière d'éviter les germes de l'air. Le tout placé dans un bocal de verre à l'abri des poussières et où cependant l'aération pouvait se faire. Au bout de 7 ans, on examine le résultat. Les couches supérieures du carbonate de chaux sont intactes. Mais où se trouvait le cadavre, les choses changent d'aspect. Du petit chat, il ne reste plus que quelques débris de ses os. Tout le reste, même les poils, avaient disparu. Le carbonate de chaux examiné au microscope avait l'apparence de la craie, sauf les petits cristaux d'aragonite qui s'y voient habituellement. Les microzymas s'y reconnaissaient aisément à leur forme, à leur aspect brillant. C'est une sorte de craie artificielle. Vous vous souvenez, je vous avais dit que dans la craie, on avait des microzymas, que Béchamp avait retrouvé des microzymas et qu'il avait été capable de les faire se multiplier. Ainsi, de tout l'organisme, il ne restait comme témoin que la présence des microzymas, de même que les microzymas géologiques des terrains sédimentaires, ne sont que les restes des organismes enfouis en eux. C'est le cas des microzymas de la craie, par exemple. Et certains diront oui, mais il y a les intestins, il y a des bactéries dans l'intestin qui peuvent provoquer la putréfaction. Il faut savoir que l'intestin est un des derniers à se putréfier, parce qu'il est protégé par la bile. Et donc, le mouvement circulaire de la matière. À la mort d'un organisme, les microzymas le putréfient.
avec une aide extérieure qui n'est pas indispensable. Mais effectivement, les bactéries, des microzymas, des germes de l'air, donc, vont intervenir, se transformer en bactéries et puis putréfier, aider à la putréfaction. Mais ces microzymas internes, propres, qui vont putréfier l'organisme, vont être libérés dans la nature, toujours vivants. Et à partir de là, ils sont dans la nature et ils agissent alors comme des ferments autonomes. Et ce qu'a compris Antoine Béchamp, c'est que ceux que l'on retrouve dans l'air sont les restes des organismes vivants, animaux ou végétaux. Et ce sont des ferments. Ce ne sont pas des parasites. Ils contribuent au mouvement circulaire de la matière en putréfiant les matières organiques inutiles et les ramenant à leur état minéral dans nos organismes et dans l'environnement. Et voilà l'explication de rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Des microzymas donc, en fait. J'écoutais une interview de Marc-André Sellos sur Toxin, qui parlait justement du travail des bactéries, un peu comme l'a fait Lynn Margulis. Et je regrette qu'il n'ait pas connaissance des travaux de Béchamp ou qu'il ne s'y intéresse pas, parce que c'est dommage, vraiment dommage que les scientifiques refusent de s'y intéresser. Ils sont persuadés que ça ne vaut pas la peine, c'est dommage. Donc la santé dans tout ça, c'est la question de ton émission quand même. La maladie n'est autre qu'un déséquilibre. Quel lien avec la science, avec ce que la science appelle les virus? On y vient. On y vient. Et la santé dans tout ça, la maladie n'est autre qu'un déséquilibre pouvant rendre certains microzymas morbides malades, état dans lequel ils peuvent évoluer en bactéries ou autres micro-organismes en fonction du déséquilibre. Et ce qu'on appelle virus ne sont autres que des microzymas de l'organisme qui produisent peut-être un petit gène viral et quelque chose qui est reconnu comme étant viral, mais qui en réalité n'ont rien de parasite. Parce que les microbes rencontrés dans les maladies ne sont pas leur cause. Ils sont produits par le terrain déséquilibré du malade. Provenant de l'organisme lui-même, ils ne peuvent pas être la cause de la maladie. L'organisme, tout est une question de milieu. Quand l'organisme est déséquilibré, il va pouvoir produire des bactéries, des virus, ce qu'on appelle virus, des moisissures. Tout va être une question de milieu. En somme, les bactéries ne seraient pas responsables de la maladie, mais une conséquence d'un déséquilibre, dit Eric Biewi. Absolument. Et les microzymas exécutent leur fonction vitale, eux, et puis quand ils ne peuvent plus, ils tentent de maintenir le milieu propre à la fonction dans des cellules qui sont dédiées, donc dans chaque centre vital. Et à partir du moment où ils n'arrivent plus à entretenir ce milieu, ils vont réagir. Après, alors est-ce que c'est une tentative? Ils vont tenter, manifestement, les organismes se régénèrent, ils vont tenter de rétablir l'équilibre, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et dans ces cas-là, ils vont entrer en putréfaction. Donc, il est certain, et c'est important, c'est-à-dire à un moment donné, quand l'organisme est débordé, à un moment donné, oui, il faut vraiment intervenir. Les microzymas exécutent leur fonction vitale, j'ai déjà lu ça. Entretenir sa santé, c'est maintenir ses milieux sains, entretenir son terrain, donc. Mais j'insiste sur le fait, la notion de terrain, c'est une notion de Claude Bernard. Et l'ensemble, Béchamp parlait de milieux, et savoir qu'on a plein de milieux différents. Rien que le sang, si on le prend à différents endroits, il ne sera jamais le même. Voilà.
puisqu'il sert différents organes, etc. Et donc, les milieux sont très, très différents, et la notion de terrain, c'est quelque chose de général, et on ne peut jamais parler d'un terrain d'un point de vue physico-chimique. On ne peut pas parler de terrain acide, par exemple. Ça n'a pas de sens. Alors, donc, je vous récapitule. Alors, ça a été très, très rapide, hein. Il faut savoir que Béchamp, ses travaux, ses livres en particulier, ça s'étale sur des pages et des pages, sur des années et des années. Le plus petit élément vivant de nos organismes, ce n'est pas la cellule, mais un très petit ferment de vie, le microzyma. Et ça, c'est vraiment ce que les scientifiques doivent reconsidérer, parce qu'ils observeront les choses très différemment. Le microzyma est l'élément sans lequel aucune matière ne peut être vivante. Il n'y a pas de vie sans microzyma. Les microzymas sont à l'origine des gamètes, puis de l'œuf, et de tout ce qui constitue les organismes vivants, animaux et végétaux. Tout, ça suppose les gènes aussi. Ils se spécifient au cours du développement de l'individu. Les microzymas réalisent les fonctions de l'organisme dans des cellules dédiées dans lesquelles le milieu propice à la réalisation de la fonction est préservé par homéostasie, et c'est le rôle des cellules en fait. En cas de déséquilibre, les microzymas par polymorphisme peuvent prendre la forme de bactéries diverses ou d'autres microbes en fonction du milieu. Ils sont propres à l'organisme. Alors, quelque chose que je distingue, c'est, je pense à Sabine Azan, par exemple, qui travaille sur le microbiote intestinal. Quand je parle, ils sont propres à l'organisme, je parle des parties internes. On est traversé par un tube digestif qui lui-même, effectivement, dans lequel on peut avoir nos propres microzymas, mais aussi les microzymas de nos aliments qui vont se transformer en bactéries au fil de l'intestin. Antoine Béchamp, trouvé à la sortie des... J'ai vu que tu avais une question, je regarderai. Antoine Béchamp, il avait constaté qu'à la sortie de l'estomac, il n'y avait que des microzymas, pas de bactéries. Et c'est au fil au fil de l'intestin, dont le milieu est favorable, que les bactéries vont se développer. Et ça peut être des microzymas d'origine de l'individu ou des microzymas externes d'origine de nos aliments. Tu posais la question, pourquoi les scientifiques et les médecins s'acharnent à nier et ignorer les travaux de Béchamp? J'aimerais bien savoir. Je pense que ils ont été entraînés sur une voie, ils sont tous à penser, ils ont été formés par les mêmes... Ils ont été formés de la même manière, ils ont confiance en ce qu'ils ont appris. Et c'est très difficile de revenir sur ces fondements. Et donc, je termine la théorie, les microzymas nous survivent et nous putréfient, ramenant la matière organique à l'état minéral, c'est-à-dire qu'ils nous construisent et derrière, ils sont chargés de nettoyer notre matière. C'est magnifique, et c'est cohérent, c'est totalement cohérent. Et les microbes que l'on retrouve dans l'environnement sont les restes des organismes vivants à différents stades d'évolution, fonction du milieu extérieur, de l'environnement. Plus formaté que formé, des éboues. Hein. Oui. Et donc, dans la deuxième partie, on va prendre ce recul sur la science contemporaine, justement. Comment les scientifiques peuvent passer à côté. Et on s'aperçoit que les découvertes qu'ils font vont dans ce sens. Le problème, c'est qu'ils les interprètent sur la base de la théorie cellulaire. Et ça change tout. La science contemporaine a suivi la voie Pasteur qui niait le vivant en nous. C'est vraiment nier le vivant. Hein. Et on continue à le nier.
Ils observent la matière inerte. Alors là, pour le coup, ils observent vraiment l'analyse. Et ils font un travail extraordinaire là-dessus. Il faut reconnaître que en biochimie, on a compris énormément de réactions chimiques, de métabolisme. En génétique, on a fait énormément de choses. Ça, de ce point de vue-là, pour ce qui est de la matière inerte, on l'a analysé. Et la plupart du temps, ils ne voient pas les microzymas avec les moyens qu'ils utilisent. Mais ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas duré parce qu'on a tellement de nouveaux moyens que ça va devenir difficile. Ils figent le sang, le fixent, le colorent. Or, même en l'observant directement, les microzymas du sang sont particulièrement ténus, puisque c'est surtout le sang qu'on observe. Les microzymas du sang sont particulièrement ténus, et Béchamp disait que là, il fallait vraiment qu'il prenne son microscope à x700 et qu'il rajoute une cellule et immersion pour arriver à les voir. Et en fait, ils se fondent complètement dans le milieu observé. Quand on les regarde vivants, parce qu'en plus, la plupart du temps, on fixe et donc on voit des choses, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc j'avais une petite vidéo, mais on ne va pas passer du temps là-dessus, pour vous montrer à quel point on a du mal à les voir. Lorsqu'ils les voient, parce qu'ils les voient, ils les ignorent ou ils s'interprètent avec leurs références. Les scientifiques doivent prendre connaissance de ces travaux. Ils sont bloqués par les théories cellulaires et la cellule est l'élément vivant de base pour eux. Et ils ne peuvent admettre que le vivant soit plus petit que la cellule. Depuis le dogme de l'asepsie, tout élément vivant en nous plus petit que la cellule est désormais considéré comme, j'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit là, il faudrait que j'arrive à grandir, comme étranger à l'organisme. Mais oui, et donc ça change tout. Ça change tout la manière d'interpréter les choses. On est sur un nouveau paradigme là. Et on y vient, hein, et on y viendra forcément. L'interprétation, les fameux virus, les particules nanométriques trouvées lors des maladies et jugées arbitrairement étrangères à l'organisme. On n'a jamais démontré leur introduction. On donnait les virus. Le métabolisme énergétique, ouais, ne pouvant être réalisé que par un petit organisme vivant, on était bien embêtés. Parce que plus petit que la cellule, il ne pouvait pas être propre à l'organisme. Donc, on a interprété qu'une archéobactérie vivait en symbiose et effectuait ce travail. C'est quand même notre propre métabolisme qui serait réalisé par quelque chose d'étranger. Donc, voilà. Et là, on réalise à quel point la théorie de Béchamp, elle tient vraiment la route, parce que ce serait normal qu'on fabrique nous-mêmes notre métabolisme. Donc les mitochondries, tout simplement, ce sont des microzymas, peut-être à une certaine forme, sous une certaine forme, parce que tout est transformé, tout est en fonction du milieu, en fonction de la fonction que va exercer le microzyma. Il faut savoir qu'ils acquièrent une spécificité au cours du développement de l'embryon, puis par la suite. Et donc, ils vont être très différents. Et ils sont à l'origine de tout. Et des mitochondries en particulier. Et peut-être même que les mitochondries sont peut-être tout simplement les microzymas. Parce que finalement, quelle forme ont les mitochondries? On ne sait pas trop. Puisque ce qu'on a figé, c'est pas forcément représentatif. Les exosomes, ces fameux exosomes qui sortent des cellules, je n'ai jamais trop su distinguer ce qu'on appelait exosomes ou vésicules extracellulaires, c'est-à-dire soit on les voit sortir des cellules, soit elles sont en dehors des cellules, c'est un peu la même chose. Eh bien, ce seraient des particules, on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'elles sont vivantes? Parce qu'on ne peut pas imaginer que quelque chose de vivant soit plus petit que la cellule. Et pourtant, il y a énormément de publications, de plus en plus de publications sur ces exosomes qui ont des propriétés incroyables. D'ailleurs, ils vont s'en servir pour des thérapies diverses.
Et ces exosomes, ce sont les microzymas. Et alors là, c'est Stefano Scoglio, un microbiologiste, qui le dit, hein. C'est les microzymas de Béchamp. Et ils sont vivants parce qu'ils produisent des enzymes. Le critère du vivant, c'est le fait d'être capable de produire des enzymes, même après de nombreux lavages. Seule une particule vivante peut produire une enzyme et lui donner cette activité particulière. Je réalise que je vois plus le chat, du coup, il faut que je revienne en arrière. Voilà, pour voir le chat privé. Si jamais, Eric, tu interviens. Et les mitovésicules, ben voilà, on retrouve, alors, est-ce que tu peux, Eric Montana, nous montrer la vidéo des mitovésicules? C'est la 3e que je t'ai mis dans le nouveau chat privé. Ces mitovésicules, elles transporteraient des mitochondries hors de la cellule. Parce que on a teinté je pense une protéine du métabolisme énergétique. Et on s'est aperçu qu'on en trouvait en dehors de la cellule. Et comme on ne peut pas admettre qu'il puisse y avoir des petits éléments vivants en dehors de la cellule, on interprète, on interprète sur ces bases qui sont fausses donc. Et donc on dit, voilà, les mitovésicules transportent des mitochondries d'une cellule à l'autre. Voilà. Et je sais pas, et si Eric Montana, tu m'entends, tu as trouvé la vidéo? Ah non, c'est pas ça. C'est pas grave. Écoute, reste dessus dans ces cas-là. On va présenter déjà ça, ce qu'on voit là, c'est un sang malade. Tu peux mettre en action la vidéo? Et ça, c'est un sang malade. Et ce qu'on voit, les petits points, là, parce que là, on est sur une microscopie à fond noir. Et en microscopie en fond noir, on voit les microzymas. Là, c'est un sang, c'est des globules sanguins, des hématies. Et ce qu'on voit à côté, est-ce que tu peux la mettre en mouvement, Eric, la vidéo? On voit des petits points qui se rapprochent et ils vont jusqu'à former ce que des scientifiques interprètent comme étant des spirochètes. Des spirochètes. Regardez comme on voit des bactéries là. Et ils se forment à partir des microzymas. C'est des microzymas qui s'assemblent et qui forment des bactéries. C'est-à-dire que le polymorphisme, on en voit un là, ici, on voit les petites bactéries là, on en voit qui se rapprochent là, voilà, des microzymas qui se rapprochent et qui forment petit à petit des bactéries. C'est des choses qui peuvent être constatées. Le polymorphisme, c'est quelque chose qui peut être constaté par... D'ailleurs, ça a été... Alors, il y a Jules Tissot, il y a Günther Anderlein, Gaston Nessens qui ont constaté tout ça. Donc voilà, donc ça c'était en fait un sang malade. On peut revenir sur le diaporama? Ah ben je peux peut-être revenir maintenant. Voilà. Voilà, donc on n'aura pas vu nos mitovésicules, les liens sont dans le... Et le diaporama peut être mis à disposition. En fait, sur mon site, on peut récupérer le diaporama pour ceux qui veulent les liens. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que les scientifiques redécouvrent les microzymas de Béchamp petit à petit, mais ils interprètent sur la base de leur dogme. Et vous comprenez à quel point ce serait vraiment intéressant qu'ils s'y intéressent enfin. Alors, est-ce que les spirochètes sont la même famille que la borréliose de Lyme? Je ne sais pas. Je crois que quand les scientifiques voient ça, ils n'ont pas l'information de... Et puis, toutes ces bactéries, je ne sais pas si vous avez vu, mais une bactérie se développe en fonction du milieu. C'est Didier Raoult qui expliquait dans une conférence
qu'il fallait des recettes de cuisine pour arriver à maintenir une culture. Et on est bien dans la notion de milieu, là. C'est-à-dire que on va avoir un certain type de bactéries en fonction du milieu. Et donc, et là, alors, là, c'est la vidéo d'un sang vivant. Est-ce que tu peux mettre là-bas, et tu peux même mettre le son sur cette vidéo, pour ceux qui entendent l'anglais? Clearly indicating that Et it je is l'entends a pas non healthy plus, hein. white blood cell. Another white blood cell here. We can Tu see peux mettre those le son, granules of the Eric? cytoplasm moving around. That movement tells us Et that si the on immune voit en system is mouvement, generally healthy regardez, and tous that les the microzymes. white Là, on blood est à cells are x4000, donc generally regardez. performing their Et ce function. qu'explique le We can see the docteur movement within the Oko, white blood Oker, cell je ne sais there plus very très bien son nom, clearly, il indicating that it is a explique healthy white que blood cell. Another tous white ces blood cell here. We petites can see those granulations granules of the cytoplasm moving around. sont That movement tells us that the actives immune system is generally et sont la healthy preuve qu'on est dans and un that organisme the sain. white blood cells are Et generally si on performing revient their sur, function. We vas-y, can see laisse, the on va movement within the laisser, white blood cell there voilà, ça very va revenir clearly, encore. indicating that it Et là, is on a voit un healthy white blood leucocyte. cell. Et là, Another white regardez blood ce cell here. We can leucocyte-là. see those granules of the Regardez, il est cytoplasm formé moving par les around. microzymas. That On en voit movement plein à tells us that l'intérieur. the immune system is generally healthy Et donc, and ce that docteur, the c'est white blood cells are generally un performing their centre de function. formation We can see d'analyse the movement médicale within the qui se white blood trouve cell en there very Angleterre clearly, indicating that it is a et healthy white blood cell. Another qui white fait des blood cell vidéos here. We très can see those intéressantes et granules of qui the explique qu'on est cytoplasm vraiment moving dans un around. sang sain That movement et tells que us that the immune system ces is generally microzymas, ils healthy sont là et and that the white blood ils font cells leur are boulot. C'est l'immunité, generally le sang, performing hein. their function. Donc, ils We font can see leur the travail movement within the white. d'immunité. Ils sont en train de nous nettoyer de toute la toxicité du sang. On va pas les voir tout le temps. Ils vont être là quand ils vont avoir beaucoup de travail. Et donc, en fait, on a vu là la vidéo du microzyma du sang sur un microscope à fond noir et les leucocytes qui exercent leur fonction immunitaire grâce aux microzymas qui, en fait, ont constitué des leucocytes pour être plus efficaces. Antoine Béchamp disait les microzymas, c'est le 3e élément du sang. Et on a vu la vidéo du sang malade dans lequel on peut voir des bactéries se former. On voit clairement des bactéries se former. Le problème, c'est que les scientifiques qui voient ces bactéries en construction, ils sont persuadés que des germes se sont introduits puisque ils n'ont pas l'habitude de les voir, ou alors ils ont pris l'habitude de, je ne sais pas. Voilà, on croit qu'ils se sont introduits, mais qui apporte la preuve de cette introduction? Nulle part on ne retrouve la preuve de l'introduction de ces germes, de ces microzymas. Ah, voilà, nos mitovésicules. Donc, ces fameux en rouge, c'est une protéine du métabolisme énergétique. Eh ben, dis donc, j'entends enfin un son là. Ça tombe mal. Et en fait, on en voit à l'extérieur des cellules. Là, c'est des cellules là. Voilà. Et donc voilà. Et donc les scientifiques, ils interprètent en disant que des vésicules extracellulaires doivent transporter des mitochondries d'une cellule à l'autre. Voilà. On ne veut pas comprendre que ce sont des petits éléments vivants qui sont nos éléments vitaux, sans lesquels on ne serait rien, sans lesquels il n'y aurait pas de vie. Et que ce ne sont pas des germes qui se sont introduits. Alors, la génétique, on y vient, parce que la génétique, on est à l'époque de Béchamp, on ne connaissait pas. Hein. Et c'est quelqu'un qui m'a trouvé cette publication de 2013 qui montre l'ADN. C'est un scientifique d'ailleurs, hein, qui devait être bousculé par tout ça d'ailleurs, qui montre que l'ADN est auto-assemblé par des granulations dans le vitellus au tout début de la formation de l'embryon. Je vous disais que les microzymas sont à l'origine de tout dans nos organismes.
La génétique a pris le pas sur le vivant. On parle de l'ADN comme s'il était à l'origine de la vie, mais pas du tout. L'ADN, c'est une molécule, c'est de la matière inerte. Les acides nucléiques, c'est de la matière inerte. C'est un code qui est utile à la machinerie cellulaire, mais les gènes ne sont pas le maître d'œuvre. L'ADN n'est pas le maître d'œuvre. Ce qui est le maître d'œuvre, c'est quelque chose de vivant. Et alors, ce sont donc les microzymas qui démontent, et je ne vois pas derrière, je suis obligée de grossir pour voir, sinon j'ai mon diaporama qui me gêne pour voir. Ce sont les microzymas qui démontent les tumeurs Ouais. cancéreuses. Oh là 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 là, je vais repasser en grand. Les cellules qui démontent les cellules cancéreuses, c'est ça la question. Les tumeurs cancéreuses, sans doute. Je sais pas moi. Après c'est aux scientifiques d'aller voir plus loin. Hein. Moi, j'apporte les éléments de Béchamp. Hein. J'ai pas. Je sais. Mais sans doute, puisqu'ils font tout, c'est eux qui font tout. C'est eux le maître d'œuvre. Tout ce qui se passe dans nos organismes. Je disais, on parlait de fermentation. Toutes les réactions chimiques de nos organismes sont des fermentations. Dans le sens de microzyma, dans le sens de... Et il ne se passe rien sans ces microzymas. Personne ne parle de mycobactéries. Ah, je vois pas avec le diaporama atypique. Oh là là, mais je sais pas. De mycobactéries intracellulaires, atypiques intracellulaires. Et pourquoi bizarre? Pourquoi on n'en parle pas? Ah oui, personne n'en parle, c'est-à-dire qu'on en trouve, mais je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. C'est un constat apparemment. Donc, et alors ce qui est incroyable, c'est que il y a moins de 10 jours, le 16/4, tiens, voilà, il y a 15 jours, sur X, là je vois passer une publication récente qui montre qu'on découvre qu'une enzyme bactérienne produit de l'ADN. Et moi je pense, quand on dit enzyme bactérienne qui produit l'ADN, je crois qu'on oublie le microzyma qui a produit l'enzyme. Puisqu'il n'y a pas d'enzyme sans microzyma. C'est les microzymas qui produisent les enzymes. Donc, ben voilà, il faut que les scientifiques se posent des questions là. On est vraiment... Et la question qui se pose, c'est que si l'ADN est auto-assemblé par des granulations, les microzymas, c'est se dire que ces granulations, elles portent l'information. Elles le traduisent en ADN, mais elles portent l'information. Sous quelle forme? Sous une forme sans doute plus compacte. Et justement, on est vraiment dans l'épigénétique, puisque c'est eux qui sont à l'origine des gènes, mais des gènes viraux, des gènes bactériens, des gènes... Tout est transformation dans nos organismes. C'est-à-dire que les gènes doivent évoluer en permanence, en fonction des milieux, en fonction des besoins de l'organisme. Il y a un ordre de vie derrière toute cette... Donc, l'épigénétique, justement, c'est eux qui forment l'ADN et qui forment les gènes. Je reviens sur Didier Raoult qui qui explique que l'exome, code des protéines, ne représenterait que 1% de l'ADN cellulaire. Le reste se composerait de petites séquences multiples qu'on appelle transposons, je ne sais plus très bien, ALU1, LIN1, qui sont, mais je ne sais plus, 1000 fois, 100 000 fois répliqués, et qui se sont intégrés progressivement. Et pour le professeur Raoult, ce sont des séquences virales, et donc qui proviennent de l'extérieur, obligatoirement.
Ça veut dire qu'on serait particulièrement perméable, et il le dit bien, pour lui, il y aurait une contagiosité permanente. On serait en train de se dégrader à cause de cette contagiosité, selon lui. Donc moi, j'ai écrit une lettre. Vous pourrez aller la voir sur mon site bonneshabitudes.fr, elle est à la page d'accueil. Et en gros, je ne vous lis pas la lettre, je vous donne l'explication qu'on a par rapport sous l'angle microsimien. Si les microzymas auto-assemblent l'ADN, il est fort probable qu'ils produisent le microbiome interne, et les séquences dites virales en particulier. Et il ressort des travaux de Béchamp que nos barrières naturelles sont particulièrement protectrices. Donc on n'est pas perméable du tout. Les micro-organismes, les germes internes, purement internes, je ne parle pas du tube digestif, nous sont propres. Et on parlait d'épigénétique. L'épigénétique, elle est formée par nos microzymas. À aucun moment, les scientifiques contemporains ne démontrent la moindre introduction de virus ni de gènes viraux. C'est quelque chose d'admis. Et justement, après avoir lu les travaux de Béchamp, je demandais à une scientifique, pour dire, c'est à Hélène Banoun, je lui demandais, mais quand on analyse des séquences sur deux individus qui sont malades d'une même maladie, est-ce qu'on retrouve les mêmes séquences virales? Est-ce qu'on retrouve les mêmes gènes? Elle m'a répondu non. Jamais on retrouve les mêmes choses. Et ce qu'on appelle le transfert horizontal, donc ce serait le fait qu'on retrouve les mêmes gènes d'un individu à l'autre et qui se serait transmis la maladie. Eh bien, pour moi, si je pars des travaux de Béchamp et j'observe sous l'angle microsymien, ce sont des éléments qui se ressemblent. On a tous des mains, on a tous des yeux, on a tous, voilà, on se ressemble. Et donc, pour moi, c'est une ressemblance. On a des gènes qui se ressemblent aussi. Et c'est du soi. Et la vie dans tout ça. Et la conférence s'appelle « La source lumineuse de la vie ». Selon Antoine Béchamp, les microzymas sont l'élément vital sans lequel il n'y aurait aucune matière vivante. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux que vous avez vus dans le sang sain, ils sont brillants, les microzymas. Ils portent quelque chose, une luminosité, ils portent quelque chose manifestement. Et pourtant, Béchamp les a analysés. Il les a analysés, ils sont constitués d'eau à 80%, ils sont constitués de carbone, hydrogène, oxygène, azote, de minéraux, donc de matière inerte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus en fait? Cependant, ils travaillent ensemble à nous construire. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à nous construire, à nous animer, à nous régénérer pendant notre vie, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur nature de ferment autonome et qu'ils agissent de manière égoïste, à nous déconstruire, à nous putréfier comme de simples formants. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et c'est à ça que doivent s'intéresser les scientifiques, parce que c'est là que se trouve la source de la vie de chaque individu, de chaque matière vivante, animale, végétale. Et Antoine Béchamp, il s'interrogeait. Et voilà ce qu'il pensait. De même que les matières diverses qui entrent dans la composition d'une machine ne sont pas cette machine, de même les composés chimiques qui servent à former les microzymas ne sont pas ces microzymas. Sans forcer l'analogie, on peut dire que le microzyma est ce qu'il est, non pas seulement grâce aux propriétés de la matière qui le compose, mais par sa structure, par la loi qui lui a été imposée, par la nature du mouvement qui lui a été communiqué. Je reviens, par la loi qui lui a été imposée, par la nature du mouvement qui lui a été communiqué. La matière par elle-même n'y est pour rien, elle est inerte, mais mobile,
subissant l'impulsion qui lui est donnée, lui obéissant, mais ne pouvant se l'attribuer. Et donc, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous rend vivants? Anima, c'est le principe vital, c'est l'âme. Et les microzymas pourraient bien être l'interface entre le subtil et la matière vivante. Vous vous rendez compte, si les scientifiques s'y intéressaient enfin, ça pourrait vraiment amener la science aux confins les plus subtils, puisqu'il y a tellement de choses qui nous échappent. Et donc, il est grand temps de dépasser les limites qui lui ont été fixées. Merci beaucoup, Voilà, Brigitte. tu peux y aller, Eric. On n'a pas pu beaucoup intervenir ensemble parce que tu ne m'entends pas, mais c'est pas grave. Ta conférence était vraiment passionnante et c'est vrai qu'il va être temps de réinvestir les travaux d'Antoine Béchamp, de ne pas se contenter de la théorie du germe pasteurien qui nous mène parfois à du désastre. Parce qu'on ne comprend pas le vivant et on fait n'importe quoi avec le vivant. On donne contre les germes des antibiotiques. Réfléchissez bien à l'étymologie d'antibiotiques, ça veut dire contre la vie, antibio. On fait des préventions de type injection pour prévenir aussi certaines pathologies. Or, Béchamp nous a clairement montré que ce ne sont pas les germes qui sont responsables des maladies, mais qui en seraient les conséquences, un peu comme des pompiers devant un incendie, par exemple. Et donc, on n'a pas à lutter contre ces germes-là, sauf lorsque ça échappe complètement à la physiologie humaine. Mais d'abord et avant tout, essayer de chercher à comprendre la vie. Et pour comprendre la vie, il va falloir se réapproprier les travaux d'Antoine Béchamp, qui est un illustre inconnu dans nos facultés de médecine, et c'est bien navrant, mais il faut quand même reconnaître que la médecine de Béchamp n'est pas très lucrative, tandis que celle de Pasteur, la théorie du germe, elle l'est beaucoup plus facilement. À cette période de l'année où on nous bassine, vous avez pu remarquer sur les médias de grand chemin ou sur les réseaux sociaux, on nous bassine sur des campagnes vaccinales de toutes sortes, de tous ordres. Peut-être qu'il y a des questions sérieuses que la médecine et la science vont devoir se poser. Honnêtement, moi, je n'y connais pas grand-chose et je découvre les travaux de Béchamp, comme certainement beaucoup d'entre vous. Pour le connaître vraiment, il faudrait pouvoir étudier ces tonnes et ces tonnes d'ouvrages et de publications qu'il a effectuées là-dessus. C'est titanesque. Cependant, il va bien falloir que la science s'y attache parce qu'on ne peut pas continuer à vivre au détriment de notre santé, au détriment de ce qui fait la vie. Je vois maintenant, après ces travaux que nous expose Brigitte, les microzymas comme des briques, finalement. Des briques qui permettent de construire, selon les besoins, une maison, un pont, un mur, une église, une cathédrale, mais voilà, qui peuvent ensuite être démantelés pour construire autre chose par la suite selon les divers degrés. Alors, on aborde ici simplement le sens physiologique, biologique, biochimique de la vie. On n'aborde pas son sens spirituel, mais dans cet ensemble d'organes, d'organismes dans lequel ces microzymas nous intègrent, eh bien, il y a aussi une conscience. Alors, les microzymas ne nous l'expliqueront pas, mais c'est une autre partie de la vie qu'il sera aussi important d'explorer. Hein, quelle est notre part de conscience et de spirituel dans toute cette affaire. Brigitte a parlé également de Sabine Hazan et de tous les travaux qu'elle fait sur le microbiote. Je vous informe, si vous ne le saviez pas, que Sabine a publié son livre en français aux éditions Marco Pieter. Let's Talk Shit en anglais et Parlons de merde en français.
Je cherche à avoir contact avec elle, mais je vous avoue que même en ayant le contact et même en cherchant à trouver un temps pour faire une émission ensemble, parce que Sabine parle très bien le français, eh ben c'est compliqué de coordonner nos emplois du temps, mais on y arrivera. En attendant, je vous rappelle que dans cette émission à votre santé, il y a un peu plus d'un an, nous avions fait avec Sabine et avec ma chère et tendre amie Tiffaine Pinsol une émission pour exposer son livre qui était fait en français, donc en anglais, pardon. Donc je ne désespère pas de la revoir à nouveau dans cette émission. En attendant, je remercie vivement Brigitte d'avoir pris du temps avec nous. Merci Brigitte, à très bientôt les amis, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Au revoir.